Ok, ma première vidéo YouTube, lol. Bonjour, bonsoir. Il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur le concept de la crise de la vingtaine, qui est aussi appelé la crise du quart de vie. Et déjà, je ne savais pas du tout que ça existait. Et en fait, je suis allée sur Wikipédia. Et il y a vraiment une page dédiée dessus. Et c'est un phénomène qui est étudié du coup depuis quelques décennies maintenant, je crois. Et les symptômes comportent les choses suivantes. Donc, si vous vous sentez concerné pour un ou plusieurs de ces symptômes, parce que là on n'est pas du tout dans le domaine médical, c'est vraiment purement psychosociologique, et bien cette vidéo va peut-être vous parler, vous aider, c'est un grand mot, mais au moins vous parler. Alors, je lis. Sentiment de ne pas être suffisamment bon, stress lié à l'économie, réévaluation de ses relations avec ses proches, solitude, incertitude par rapport à ses propres accomplissements, questionnement sur son avenir, l'impression que tout le monde, d'une certaine manière, a réussi mieux que soi-même. Alors, il y a des symptômes vraiment qui sont divers et variés. Il y en a qui sont vraiment de l'ordre du somatisme, avec vraiment des caractéristiques quasi physiques et médicales, et d'autres qui sont vraiment purement psychologiques et aussi propres à notre période, à notre époque. Pourquoi j'ai décidé d'en faire une vidéo, et notamment la première vidéo du coup de ma chaîne YouTube, c'est très bien de dire ça, c'est qu'en fait, je la vis actuellement, cette crise du quart de siècle, et pour être tout à fait honnête, en fait, j'ai du mal déjà avec le terme de crise, pour deux raisons majeures. La première, c'est que généralement, le terme de crise, c'est assez péjoratif. On parle de crise d'angoisse, de crise cardiaque, de crise économique. On parle rarement, en fait, d'un aspect positif d'une crise. Et la seconde raison, c'est qu'en fait, il y a une notion qui est liée à une notion de rupture, en fait. On est dans un concept qui est en fait où tout bascule, où tout vient à rompre. Et moi en fait je le vois pas comme ça parce que cette crise du coup du quart de siècle que je vis, pour moi c'est plutôt en fait un cheminement assez naturel et plutôt en fait une continuité de réflexion et d'action en fait qui ont eu lieu lors des derniers mois, lors des dernières années tout simplement. Et donc ce point de rupture, je le perçois pas comme tel et surtout je le perçois pas de manière négative. Alors que globalement, les symptômes que je viens de vous lister sont très négatifs. Dans le concept de crise du quart de siècle, il y a pas mal de symptômes qu'on a listés en fait qui sont liés vraiment à des questionnements et à des sujets d'actualité de notre époque et des sujets qui personnellement m'intéressent. Et je voulais en parler justement et rentrer un petit peu en détail puisqu'il y en a beaucoup qui me parlent, avec lesquels je suis assez familière. Via ce partage d'expérience, je pense que ça peut être pas mal d'avoir une discussion autour de ça parce que c'est aussi la discussion en fait que j'ai en ce moment dans mes cercles d'amis et c'est quelque chose qui est assez d'actualité. Je l'ai pas précisé, mais cette notion de crise du quart de siècle, en fait, elle intervient essentiellement pendant la vingtaine et globalement, si on se réfère à Wikipédia, c'est entre 21 et 29 ans. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de période précise, mais je pense que la période entre 23 et 28 ans est assez propice justement à cette crise du quart de siècle puisqu'elle correspond vraiment en fait à la fin des études et à l'entrée sur le marché du travail et c'est là généralement où en fait il y a un élément déclencheur qui va générer cette crise qui est en réalité beaucoup plus profonde. C'est pas que le travail, mais généralement l'entrée sur le marché du travail fait en fait que cette crise arrive et qu'on ne comprenne pas tout de suite ce que c'est. La première catégorie de symptômes, c'est ce que j'appelle trouver sa place dans le monde. Globalement, ça regroupe les symptômes suivants: frustration, déception par rapport aux relations au monde du travail spécifiquement, insécurité par rapport à son futur proche, questionnement sur son avenir. Il y a deux sujets dont je voulais parler par rapport à cette catégorie de symptômes. La première, c'est qu'en fait, l'arrivée sur le monde du travail dont je parlais juste avant, ça marque en fait vraiment la fin d'un cycle où on a toujours été, et là je parle vraiment de mon cas précis, à savoir quelqu'un qui a fait des études supérieures et qui a grandi en France. On a été poussé à faire les meilleures études qui étaient possibles en fonction de notre niveau. Et globalement, les choix qui ont été faits, c'est rarement des choix qui ont été purement et uniquement en fait individuel, basé sur notre personnalité, notre identité et ce qu'on aimait faire. Dans le meilleur des cas, c'était pris en compte, mais dans la plupart des cas, et en tout cas jusqu'à un certain degré, on a toujours fait en fait ce qui nous ouvrait le plus de portes, ce qui nous mettait le moins de barrières, comme en fait pour un peu se préparer à la dure vie d'adulte. Et l'arrivée du coup justement dans cette vie d'adulte est parfois un peu brutale, puisque pour la première fois, on n'a plus nos parents et on n'a plus nos profs qui nous disent ce qui est attendu de nous et quel est en fait le next step qui va arriver. À ça s'ajoute un facteur qui est vraiment propre à notre époque, c'est qu'aujourd'hui, toujours dans le cadre de quelqu'un qui a fait des études supérieures, là plus particulièrement par exemple en commerce,
On a en fait vraiment une possibilité de carrière qui est assez large. On peut faire beaucoup de métiers dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de secteurs différents. Et vous n'êtes pas sans savoir que plus on a de choix, plus c'est compliqué du coup de se positionner et de prendre une décision. C'est le paradoxe de l'abondance, qui est un concept qui est apparu dans les années 70, où globalement en fait on nous dit que plus on a d'options, moins c'est facile en fait de se positionner sur ne serait-ce qu'un seul choix. Et donc on est dans une période où on a une espèce de FOMO professionnel, où en fait on se dit je fais ce taf là, ça se passe plus ou moins bien, mais en fait je pourrais faire tellement d'autres choses différentes. Avoir beaucoup de choix c'est quelque chose de positif, mais en fait ça devient négatif à partir du moment où on commence à se poser la question et au moment où en fait on a des doutes sur sa place. Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, le métier que je fais, c'est vraiment en fait le métier auquel je suis destinée? On n'est pas dans le même contexte que nos parents, qui avaient un travail et généralement une carrière dans une, deux, trois entreprises différentes, mais qui globalement ne changeaient pas tous les 4 matins de job, de secteur, d'entreprise. Donc ce qui est une chance pour nous d'avoir autant de choix, si on n'est pas assez ancré dans notre réalité, dans notre identité, de ce qu'on est, de ce qu'on a envie de faire et de comment on a envie de mener notre vie, vers en fait un questionnement qui mène à un chaos un peu intérieur, en se questionnant sans cesse, est-ce que je suis faite pour ce travail? Est-ce que je suis faite pour ce métier? La deuxième catégorie de symptômes, c'est ce que j'appelle les autres et moi. Et c'est une catégorie qui regroupe les symptômes suivants. Le sentiment de ne pas être suffisamment bon, l'incertitude par rapport à ses propres accomplissements, l'impression que tout le monde, d'une certaine manière, réussit que soi-même. Bon, je vais pas vous dire que c'est pas bien de se comparer, parce que je pense qu'on le sait tous, c'est pas bien de se comparer, donc je le répète. Mais c'est un peu plus profond que ça. Avec les réseaux sociaux, et là je sais que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais un rappel ne fait pas de mal. Avec les réseaux sociaux, on a accès à la vie privée de beaucoup de personnes, des personnes lambda, etc. Des personnes à la fois qu'on connaît, des connaissances, des amis, de la famille, mais aussi des personnes qu'on ne connaît pas nécessairement et qu'on suit sur les réseaux. Ça a beaucoup de bienfaits, mais si on n'a pas une utilisation assez consciente de ces réseaux sociaux, on peut en fait facilement, même pour les personnes qui sont très bien dans leur peau et qui ont confiance en elles, se retrouver à se comparer avec des personnes. Bref, les gens ont des failles qui ne montrent pas nécessairement sur les réseaux sociaux et ça se comprend. Et derrière ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, en fait, les couples se disputent, les gens sont malades, les gens ont des problèmes, les entreprises parfois ont des soucis financiers. Et ça, évidemment, c'est un peu le côté moins glamour qu'on n'a pas envie de voir sur les réseaux sociaux et que les gens n'ont pas envie de partager, mais qu'il faut garder en tête. Et le fait est que notre génération qui est très connectée, ce genre de choses, en fait, ce genre de consommation des réseaux sociaux peut effectivement fragiliser à ce moment-là, dans la vingtaine, le moral de beaucoup de personnes. Aussi dans l'aspect un peu comparaison, la vingtaine, c'est un peu le moment où il y a 2 confrontations d'idées. Vous allez avoir 2 extrêmes. Le premier, ça va être les personnes qui vont vous dire la vingtaine, c'est fait pour s'éclater, c'est fait pour tester des nouveaux trucs, prendre tous les risques possibles. La sécurité financière et la stabilité, ça sera pour plus tard. Et globalement, c'est un peu le modèle assez caricatural de la personne qui va prendre son sac à dos et qui va faire le tour du monde sans penser à rien, avec vraiment 150 € en poche. À l'inverse, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire que la vingtaine, c'est fait en fait pour semer les graines de quelque chose que vous allez récolter plus tard, et que la vingtaine est faite en fait pour quelque part faire des sacrifices, à la fois sur le travail, prendre des boulots qui vont être très demandants en termes de temps, d'énergie, de charge mentale, qui vont bien payer pour la suite, pour vous permettre d'accéder à des meilleurs emplois et également vous permettre de mettre beaucoup d'argent de côté. Et profiter, ce sera pour la trentaine, la quarantaine et plus tard. Et je trouve que du coup, il manque un juste milieu. On a l'impression qu'en fait, il faut choisir un cadre ou l'autre et que ces 2 extrêmes se clashent et qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Moi, je pense que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et qu'il y a une zone grise qui peut y avoir, et surtout le fait de croire en ça vous permet de donner un peu de grâce et de vous sentir mieux sur le fait que en fait, vous n'êtes pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain, ou vous n'êtes pas obligé de souffrir pendant toute votre vingtaine pour essayer d'atteindre vos objectifs ou être mieux dans votre vie. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est jeune et qu'il y a beaucoup de choses en fait, de contraintes globalement économiques, familiales, etc. qu'on n'a pas. Évidemment, il y a des exceptions, mais de manière générale, la plupart d'entre nous n'avons pas d'enfants à charge, la plupart d'entre nous n'avons pas de boulot où nous remplacer serait impossible. Personne à 26 ans n'est au bord d'une entreprise qui est cotée au CAC 40. Si c'est le cas, bravo.
Et par définition, du coup, ça nous permet de prendre un peu plus de liberté. La liberté, ça peut être quelque chose de financier, mais ça peut être aussi avoir plus de temps. Et là, je pense notamment aux personnes qui sont dans des boulots traditionnels de salariat, dans des bureaux qui travaillent de 9h à 18h, enfin généralement plus, et qui font des boulots qui ne sont pas essentiels en soi, mais qui sont importants. Si vous avez une activité à côté, vous pouvez demander par exemple un 4/5e ou un 9/10e si jamais c'est possible et si c'est ce que vous voulez. Vous pouvez aussi demander plus de liberté en termes de géographie. Vous pouvez demander par exemple à passer en full télétravail. À nouveau, là c'est des exemples qui se font au cas par cas, mais ce que je veux dire c'est que ces négociations, si elles vous tiennent à cœur et si elles sont motivées par quelque chose derrière, c'est vraiment le moment en fait de les avoir et c'est le moment d'en discuter. La troisième catégorie, c'est celle que j'appelle la solitude des moi. C'est un sujet qui revient assez souvent dans la vingtaine et qui peut paraître un peu étrange, étant donné qu'on est jeune, plein de vie et qu'on est censé avoir une vie sociale très forte. Mais dans les symptômes que je vous ai précédemment cités, il y en a quelques-uns qui se mettent facilement dans cette catégorie et dont on va parler. Je pense notamment du coup à l'ennui dans les interactions sociales, la solitude de manière générale, ou encore la réévaluation de ses relations avec ses proches. Alors déjà, premier message très clair, vous n'êtes pas les seuls à vous sentir seul. C'est un sentiment qui est, je pense, pas lié nécessairement à la vingtaine, qui peut arriver à n'importe quel moment de vie, mais je pense qu'il est peut-être plus insoutenable à ce moment-là, étant donné que c'est censé être en fait notre période la plus chargée en termes de sociabilisation. Traditionnellement dans la société, à mesure que vous vieillissez, vous allez avoir, je dis bien traditionnellement, une famille, des enfants, un partenaire, etc. Puis vos parents vont vieillir, il va falloir s'occuper d'eux. Et donc globalement, votre vie quotidienne va prendre une tournure qui va être davantage orientée vers votre famille, qui est un cercle de sociabilisation très fort. Et on vous tiendra beaucoup moins rigueur sur le fait que votre cercle d'amis va peut-être se restreindre et se réduire à mesure que les années passent. C'est un fait. Nos parents, nos grands-parents, souvent ont moins d'amis que nous à notre âge maintenant aujourd'hui. Et c'est normal du coup qu'à 25 ans, on se dise pourquoi je me sens seule. Déjà, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le fait que la solitude, elle a beaucoup de bienfaits, à condition qu'elle soit choisie. C'est généralement là où est vraiment toute la nuance, mais c'est une nuance qui est fondamentale, que la solitude qui est subie, elle est très compliquée à gérer, et je pense que pour le coup, il faut se faire accompagner, très clairement, et il faut en parler. Mais là, je vais parler vraiment de la solitude qui est choisie, puisque je pense qu'il peut y avoir aussi, à contrario, une stigmatisation de la solitude à 20 ans, où on est censé, en fait, il est attendu de nous d'avoir une vie sociale trépidante, de sortir tous les week-ends, de faire des verres quand on peut, de passer les vacances avec nos amis à droite, à gauche. C'est une période où le FOMO est vraiment très présent, même pour des personnes qui seraient introverties, même pour des personnes qui ne seraient pas fondamentalement hyper extraverties ni sociables. Il peut y avoir ce FOMO, on voit tout le monde autour de nous s'agiter pour avoir des plans dans tous les sens. Là, je vais parler très personnellement, mais moi, c'est quelque chose dont je me détache de plus en plus. Je suis quelqu'un d'assez extraverti, j'ai pas de problème à aller vers les autres, mais je pense que tout est une question aussi de moment. Et la raison pour laquelle j'ai autant d'énergie et d'énergie positive à l'égard des autres, c'est essentiellement parce que je ne vois pas des gens tout le temps, même je ne vois pas des gens tous les jours de la semaine, et je ne pourrais pas autrement. Je prends un exemple très concret. Quand je vais en vacances avec des amis, généralement c'est des amis avec qui je m'entends bien et qui ont aussi un peu le même mode de fonctionnement, donc ça tombe bien, mais j'ai besoin d'avoir des moments seuls, où clairement je vais juste être seule dans ma chambre ou à la plage, ou pas, on peut faire une activité où on n'a rien à faire, mais en tout cas être seule. Parce que mes batteries sociales, en fait, elles meurent à un moment donné et j'ai besoin de me recharger. Et si j'ai besoin d'être un minimum sympathique et cordial à minima, je peux pas être entourée H24. Et sur ce sujet, pour revenir vraiment à la question de la solitude, je pense que c'est une période aussi où c'est important de repenser notre relation à nous-mêmes, notre rapport à notre compagnie. Et à nouveau, je pense que les extrêmes sont pas bons. Haïr le fait d'être seul, notamment lorsque on a des amis qui font autre chose, etc. Si ça vous bouffe et que c'est quelque chose de très négatif, je pense qu'il y a quelque chose peut-être à creuser en termes de psychologie. Et à contrario, si vous avez par exemple une phobie sociale, qui peut être vraiment un sujet thérapeutique, c'est le moment aussi de s'y pencher et de trouver vraiment en fait un rapport à vous et aux autres qui vous convient, qui permet d'assurer votre équilibre. Je pense que passer à côté de cet exercice-là, c'est vraiment passer à côté d'une opportunité de mieux vous connaître. Et mieux vous connaître dans votre vingtaine, ça sera toujours plus bénéfique, moins douloureux que le faire
20 ans plus tard. C'était tout pour cette vidéo. Je sais pas si elle va être longue, mais là je suis quand même à pas mal de minutes. Je suis pas entrée vraiment en détail de mes expériences personnelles, j'ai vraiment effleuré le sujet de manière un peu superficielle, mais parce que je pense que chacun en fait de ces sous-sujets mérite une discussion de 3 heures, mais c'est déjà pas mal et on a déjà évoqué pas mal de points intéressants. Donc j'ai trop hâte de continuer à discuter de ça et de proposer aussi du contenu qui est en lien avec ça, mais aussi qui n'a rien à voir. Le type de vidéo que j'ai envie de faire, c'est des vidéos facecam sur des sujets comme on vient de traiter, qui sont liés au sujet de la psychologie, de la sociologie, du fait d'évoluer en tant que Gen Z millennial, on va dire, en 2023. Et puis on va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'il y aura aussi des sujets beaucoup plus légers et des formats aussi plus légers. Mais en tout cas, j'ai hâte de sortir tout ça et puis voilà, au revoir.